Salut, c'est Alyosha. Bienvenue dans Vision. L'épisode que vous allez écouter est un podcast Capsule de Vision, réalisé en partenariat avec les Filles de la Photo, premier réseau professionnel féminin de l'écosystème de la photographie. Les Filles de la Photo, ce sont des femmes engagées qui se mobilisent pour promouvoir la photographie et ses métiers. Grâce à leur expertise et la transmission de leur expérience, sont menées des actions de mentorat, la création d'un observatoire de la mixité ou encore la mise en place d'entretiens en tête-à-tête pour les femmes photographes. En partenariat avec la revue The Eyes, dont Smith est le rédacteur en chef invité pour un numéro spécial sur la transidentité, Fathia Djarir, Sophie Janssen et Corinne Hamel ont souhaité l'interroger sur son approche de la photographie. Le podcast Vision s'associe donc avec grand plaisir à cette première en assurant la mise en forme et la diffusion de cet épisode capsule. Je vous laisse écouter la voix de Smith. Merci à toutes et à tous et bon épisode. Je suis Smith, je suis photographe, plasticien, metteur en scène. Je vis à Montreuil, je travaille un peu partout. Et ces derniers temps, je me suis consacrée à l'exploration de sujets qui souvent concernent des choses qui n'apparaissent pas directement à nos sens, qui concernent l'invisible, les autres mondes, l'intangible, et sur la manière dont on peut les faire exister dans le réel à travers des formes artistiques. J'ai eu la chance de savoir photographier très tôt, parce que j'ai des parents qui étaient tous les deux photographes, qui se sont rencontrés dans une école de photographie. Et ce médium, cet outil, a toujours fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que la salle de bain était en même temps un laboratoire photographique, la pièce qui nous servait de pièce principale était en même temps un studio. Et j'ai vécu entourée des outils qui servent à produire des images. Je m'y suis pas intéressée immédiatement comme art. Par contre, le boîtier photographique a fait partie de mon quotidien depuis toujours. Je photographiais mes amis, les paysages que je croisais, les gens qui étaient autour de moi. J'en faisais souvent des albums. Et ce n'est que bien plus tard que je me suis aperçue que la photographie était aussi un art et un moyen de s'exprimer. Et bien plus tard, c'est en fait quand j'ai postulé au concours de l'École nationale supérieure de la photographie, après avoir eu un autre parcours universitaire avant ça, et où j'ai compris qu'en fait, ce médium qui avait jusqu'à présent été avant tout pour moi un moyen de communication, un moyen d'entrer en contact avec l'autre, avec les autres, pouvait aussi devenir un métier, un travail et un moyen d'expression artistique. Donc, est-ce que je suis photographe ? Je pense que oui, par définition, parce que j'ai un diplôme de photographe et parce que c'est aussi ma langue maternelle d'une certaine façon. En perpétuelle mutation, je pense que oui aussi, puisque c'est à partir de cette identité photographique-là que j'ai pu en composer d'autres et que j'ai pu ouvrir la photographie à d'autres pratiques qui continuent à l'inclure mais qui l'amènent ailleurs. Donc, comment la photographie peut s'agencer à d'autres formes de création, à la vidéo, à la sculpture, aussi à la danse, au texte, à la musique. Ce sont des préoccupations qui m'ont traversée, qui me traversent encore. Dans mon parcours, la question de la mutation se pose donc en termes d'expression artistique, mais aussi en termes de façon de me définir. Au début, les premières fois où j'ai présenté publiquement mon travail, j'utilisais un autre nom que celui que j'utilise aujourd'hui. Et le passage d'un nom à un autre, d'un genre à une autre, certains diraient d'une identité à une autre, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Mais non pas la dimension avant-après, comme s'il y avait deux identités possibles et que l'on passe de l'une à l'autre, mais plutôt le moment du passage, le moment de la mue, le moment de l'antre, en fait. C'est ça l'état qui m'intéresse le plus, sur lequel j'ai toujours essayé de mettre plutôt que des mots, des images, des intentions, des sensations, des impressions. Les premiers travaux que j'ai montrés au public, c'était des photographies que j'ai réunies au sein d'une première monographie qui a été publiée par Filigrane sous le titre de Le Hulu. Et ce titre-là désignait une expérience que j'avais faite en passant quelques mois
en Finlande, à l'occasion d'un séjour Erasmus à l'université TAIK, qui s'appelle Aalto aujourd'hui, à Helsinki, qui était déjà une école photographique qui à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, était très importante dans le champ de la photographie. Il y avait énormément de photographes finlandais qui étaient mis en avant et qui avaient un travail très très beau, notamment sur les questions liées à la nature, à l'environnement, au corps humain, dans l'infini du paysage, des choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup. C'est ça qui m'a conduit là-bas. L'hiver en Finlande, il fait nuit tout le temps. Le soleil affecte de se lever quelques instants pour retomber immédiatement dans une lumière orange éblouissante et de plonger tous les habitants dans une nuit de plusieurs dizaines d'heures. Et chez moi, ce manque de lumière a provoqué une dépression assez intense. Et le seul remède que j'ai trouvé pour trouver un peu de bonheur dans ces terres sombres, c'était une tradition finlandaise que j'ai très vite adoptée, qui est celle du sauna. Et dans les saunas, il se produit, donc on est tous dans une petite cabane en bois et on jette de l'eau glacée sur des pierres brûlantes et il résulte de cette opération un résultat chimique très impressionnant que les Finlandais appellent le hulu. Ça désigne à la fois cette montée de vapeur qui va d'un seul coup boucher d'une certaine façon tous les sens, on voit plus très bien, on respire plus très bien, etc. Et en même temps, ça veut dire fantôme. Et dans cette opération-là, j'ai trouvé vraiment la substance, l'expression précise de ce qui était mon rapport à la question de l'identité. La sensation physique et aussi psychique qui résultait de se trouver dans ce nuage de vapeur, c'était l'idée d'un trouble très intense, très agréable en même temps, et où finalement toutes les perceptions, toutes les certitudes, tout ça est complètement troublé, perturbé. On peut plus s'accrocher à rien, plus rien n'est sûr, plus rien n'est fiable et solide. Et j'ai l'impression que l'époque dans laquelle on est aujourd'hui tend à défaire tout ce qui relève de certitudes, de croyances dont on pense, dont on a toujours pensé presque qu'elles étaient associées à quelque chose de naturel, c'est-à-dire que la nature serait une assise fiable sur laquelle on pourrait construire des concepts, comme par exemple le concept de genre, comme les idées de masculin et de féminin, qui correspondraient à une sorte de vérité immuable et présente depuis toujours. Et puis quand on l'étudie un petit peu à travers l'histoire, à travers la philosophie, on s'aperçoit que ces notions-là sont absolument pas ni naturelles ni solides, mais sont des constructions historiques et sociales. Et qu'elles peuvent être déconstruites aussi facilement qu'elles ont été construites. Et j'ai l'impression aujourd'hui, là, quand je dis aujourd'hui, je parle vraiment de cette période, c'est-à-dire la période de crise sanitaire, politique, économique, écologique, dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, est particulièrement propice à la remise en question de toutes ces certitudes. Vous écoutez un podcast Capsule de Vision avec les filles de la photo. Parmi les premiers photographes que j'ai regardés, il y a une Anne Goldin. J'étais tombée sur son exposition au Centre Pompidou, j'avais 14 ou 15 ans, et j'y avais été guidée parce que Björk, qui était à l'époque une de mes idoles, avait réalisé la musique d'un diaporama qui était présenté par Anne Goldin, plus récent, autour de la série Devil's Playground, je crois. Ça a été un peu une révélation pour moi parce que c'est là que j'ai pris conscience que la photographie pouvait être vraiment de l'art. Mes parents avaient des livres de photos et m'en avaient montré, mais ils aimaient particulièrement la photo, soit les pionniers un peu américains, soit les photographes de mode, Avedon, Bourdin, des gens comme ça qui m'ont toujours un peu moins parlé. Ou Warhol aussi, là par contre dont j'aimais beaucoup l'univers et les compagnons, c'est-à-dire que tous les personnages de la Factory ont été très importants pour moi. Je passais tellement de temps à regarder leurs photos, leurs films, que j'avais l'impression de les connaître presque. Quand j'ai vu le travail de Nan Goldin, pour moi, alors que je faisais des photos tout le temps, mais sans aucune aspiration artistique, ni même sans imaginer que ça puisse être de l'art, j'ai compris qu'on pouvait faire de sa propre vie, de sa propre expérience, de ce qu'on voyait, en fait, du monde tel qu'on le vivait et tel qu'on le voyait, une œuvre. Et ça m'a vraiment bouleversée pour cette première raison. Et la seconde raison, c'est que, effectivement, elle photographiait une communauté qui, même si elle avait rien à voir avec ma propre communauté, puisque j'étais à Paris, dans les années 90-2000, voilà, toujours dans le même quartier, etc. Et qu'elle était aux États-Unis, à New York, avec une communauté d'amis
séropositif, queer pour beaucoup. Elle photographiait ses relations amoureuses très souvent abusives, toxiques, son rapport à la drogue, etc. Donc que des choses qui n'avaient rien à voir avec mon monde. Et pourtant, d'une certaine façon, j'avais un sentiment d'identification qui s'est éclairci évidemment plus tard. Et j'ai compris que ce que je voyais, c'était la communauté à laquelle plus tard j'allais appartenir. Et ensuite, après avoir découvert ce travail, je me suis intéressée à des photographes qui avaient pu l'inspirer, l'influencer. J'ai fait des stages alors que j'étais au lycée dans des galeries de photos, justement pour être plus proche de ce travail, en voir davantage, voir comment travaillaient les photographes, voir comment ça fonctionnait les tirages, etc. J'ai notamment été stagiaire chez Vue, à l'époque de Christian Cojol et Gilou Le Gruyec. Et c'est à cette période que j'ai découvert le travail d'Antoine D'Agata et aussi le travail de Christer Strömholm et de Jo Engström et Anders Petersen et les photographes qui étaient les plus souvent montrés par Vue à cette période et qui m'ont profondément inspirée parce que là encore, il s'agissait de photographes qui utilisaient leur propre biographie comme matériau premier de leur prise de vue, quoi. Leur propre vie, leurs propres rencontres, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que peut-être ce que je faisais pouvait s'inscrire dans cette tradition-là et à commencer à imaginer intégrer l'école de la photographie. Et c'est aussi là que j'ai découvert notamment donc le travail de Strömholm, mais ce qui était déjà paru à l'époque sous le titre Les Amis de Place Blanche, dans lequel Strömholm photographiait et documentait les pionnières transgenres femmes qui se prostituaient à Pigalle parce qu'elles n'avaient pas d'autres possibilités de vivre à cette période. Elles étaient si ostracisées que la prostitution, le travail du sexe était la seule possibilité pour elles. Je précise que c'est toujours le cas aujourd'hui pour un très 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 grand nombre de personnes trans, notamment transféminines et notamment migrantes ou sans papier. Donc, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas tout à fait changé. Mais la façon dont Strömholm les photographiait, ça s'appelle Les Amis de Place Blanche, vraiment parce que c'était devenu ses amis. Comme Warhol avec ses, entre guillemets, ses superstars. Et ce qu'il faisait, c'est que il les photographiait non seulement avec le plus grand respect, la plus grande justesse, mais aussi en essayant de produire des images qui correspondaient à comment elle se voyait, comment elle s'espérait d'une certaine façon. Et dans cette collaboration-là, il y a quelque chose de vraiment magnifique. Donc, c'est vrai que, disons, mes premières, je sais pas si on peut parler de références, mais en tout cas, les images qui m'ont donné envie de continuer à en faire, ça a été celle-là. Et ensuite, donc moi, j'ai toujours continué à faire des images à peu près non-stop, à faire plusieurs centaines d'images par jour. Aujourd'hui, principalement à l'iPhone, mais j'ai toujours un ou deux appareils qui traînent et qui me permettent aussi, lorsque je rencontre ou que je fais quelque chose qui me semble intéressant, de continuer à collecter comme ça des images. Quand je suis entrée à l'école d'art, je suis arrivée avec déjà des centaines d'images qu'il a fallu organiser en série, puisque c'est une des choses qu'on nous enseignait là-bas, et ce qui était plutôt pas mal, puisque c'était une forme d'organisation raisonnée d'un travail déjà existant. Et c'est à cette période que j'ai commencé à associer, essentiellement chronologiquement, certaines rencontres avec certains paysages traversés, et comme je le disais précédemment, à former des correspondances entre ces corps et ces paysages, tous en jachère. Mais aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces séries-là, j'ai pris l'habitude de les regrouper sous le titre de L'Œil Lu. Donc pour en revenir à l'ouvrage L'Œil Lu, il comprenait notamment un très grand nombre de portraits que j'avais réalisés dans les années qui précédaient, aussi à l'occasion de ce séjour en Finlande, des tentatives de représenter une sorte de proto-communauté balbutiante qu'aujourd'hui on nommerait non-binaire, agenre, bigenre, des notions qui n'existaient absolument pas à l'époque où la distinction entre sexe, genre, identité de genre, expression de genre, etc. était absolument pas claire aux yeux du grand public. Aujourd'hui, on y arrive, à mon sens, un petit peu plus. On a fait vraiment un grand chemin dans l'imaginaire collectif. Je pense que maintenant, il est très clair pour la majorité des gens qu'il existe des personnes cisgenres, des personnes transgenres et des personnes entre les deux qui ne peuvent pas, ne savent pas, n'ont pas envie de se définir ou alors souhaitent se définir en dehors, en deçà, au-delà des genres traditionnels. Mais en tout cas, à l'époque, il existait à peu près aucun mot pour désigner ces corps-là qui échappaient finalement à la fois à toutes les normes de représentation genrée, normative, et
cette identité-là, c'est celle dans laquelle moi je me reconnaissais. Donc même si je pouvais pas lui donner de nom, je pouvais en tout cas lui donner des images. Et donc c'est ainsi que j'ai photographié en fait des gens qui étaient avant tout mes amis, c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve et qui appartenaient à ces communautés queer souvent liées au monde de la nuit. C'est souvent dans des clubs, dans des soirées qu'on se rencontrait, ou alors sur internet. À l'époque, c'était à l'époque de MySpace, de LiveJournal, etc. Et c'était des proto-réseaux sociaux qui permettaient aux gens de se rencontrer, de se découvrir à partir de leurs affinités, à partir de la façon dont ils s'identifiaient ou dont il et elle se désidentifiaient aussi. Et c'est comme ça qu'est né en fait ce catalogue de corps indéterminés, indéterminables, qui pour beaucoup se sont inscrits aujourd'hui, donc presque 10 ans après la parution de ce livre, ont décidé de s'inscrire dans un genre ou dans une identité fixe, mais beaucoup d'autres continuent à vivre comme ça dans cette antre, dans ce transe, donc dans ce moment d'indétermination qui va peut-être les ou nous accompagner tout au long de notre vie. Au moment où on a fait l'editing du livre, à l'époque avec Christine Ollier et Patrick Lebescon, on avait étalé sur le sol de la galerie Les Filles du Calvaire des centaines, peut-être même des milliers d'images. Et on s'était aperçu qu'il y avait dans ces images une communauté visuelle. C'est-à-dire que, sans l'avoir pensé ou voulu, au moment où je faisais les images, puisque je suis pas un très très bon technicien en photographie, donc j'ai plutôt tendance à faire les choses qui sont pour moi le plus naturelles et les choses les plus évidentes, y compris techniquement. Et une fois que j'ai eu trouvé mon appareil photo, le type de pellicule que j'utilisais, le type de développement que j'utilisais, je m'y suis toujours tenue. Et c'est ce qui fait que finalement, toutes ces images ont une communauté esthétique et visuelle assez proche. Notamment, par exemple, le fait de ne photographier que au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil se couche, au moment où les ombres sont plus douces, dans des endroits où j'ai jamais un soleil direct, par exemple. Ça confère une sorte de douceur au corps et ça efface aussi beaucoup de détails du visage. En regardant toutes ces images, il m'est apparu justement assez évident que l'influence d'une certaine tradition picturale occidentale, essentiellement française, allemande, anglaise, romantique, on pourrait dire, était assez forte dans ces images. Et il s'est avéré que c'était des images que j'avais effectivement beaucoup regardées, des peintures que j'avais beaucoup regardées dans des musées, dans des livres, etc., et qui ont d'une certaine manière complètement hanté mon esprit, au point que, quand moi-même je me suis mis à produire des représentations, elles s'inscrivaient complètement dans cette tradition-là. Et c'était pas du tout une stratégie de ma part, parce qu'il n'y en a jamais eu beaucoup, mais je me suis aperçue que ça rendait ces images beaucoup plus faciles à appréhender par les gens qui les regardaient. À l'époque, lorsque donc moi-même j'étais à l'école et que j'essayais de trouver des références de photographes qui photographiaient les corps qui m'intéressaient, je tombais souvent sur des artistes dont le travail avait souvent presque à voir avec la pornographie ou avec des images qui étaient en tout cas très entre guillemets, rentre dedans visuellement, c'est-à-dire qui n'hésitaient pas à être très crus, à être des représentations de grande intimité, etc. Et c'est évidemment des photos qui ont une grande importance pour moi, ou des films aussi, enfin je pense au travail de Bruce Labrousse par exemple. Et pourtant ce travail-là correspondait pas à ce que moi, ni ce que j'avais envie de faire, ni ce que j'étais capable de faire, ni ce vers quoi je tendais. Et je pense que le fait que nos identités trans, queer, etc., non-binaires, ont été évacuées de l'histoire des représentations depuis toujours, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est une mode, par exemple. C'est juste que d'un seul coup, on a, nous, comme dit Paul Preciado, les corps subalternes, on a accès au visible. On dispose d'outils comme Instagram, comme les réseaux sociaux d'une manière générale, pour mettre en avant nos propres corps, nos propres identités et commencer à arriver à débouler dans le domaine du visible. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ça. Et du coup, montrer ces corps-là, montrer nos corps dans un registre visuel compréhensible, familier,
pour les personnes absolument pas concernées par ces sujets et qui, la plupart du temps, considéraient quiconque issu d'une minorité produisant des images comme un ou une artiste militant ou militante, c'est-à-dire qui essayait avant tout de faire passer un message politique plutôt que de faire de l'art. Idée que je trouve profondément stupide, naturellement, mais qui, à mon avis, est toujours d'usage, en tout cas dans certains milieux, notamment institutionnels. D'un seul coup, leur montrer nos corps dans une esthétique qui leur était familière a fait qu'ils ont pu recevoir ces images-là. Et que ces images ont pu être montrées très tôt, en fait, comme des festivals comme les Rencontres de la photographie ou des centres d'art consacrés à la photographie qui, d'un seul coup, nous donnaient la parole. Ça, je le dis aujourd'hui en 2020. Sur le moment, j'en avais pas spécialement le sentiment, mais je m'aperçois aujourd'hui, en voyant le chemin parcouru par notre société, que d'une certaine façon, c'était comment je pourrais décrire ça, une sorte de stratégie inconsciente qui a plutôt bien marché et je me réjouis, quoi. Il y a une anecdote que j'ai racontée notamment dans l'entretien avec Nadège Piton dans The Eyes, qui est qu'à l'occasion des rencontres de la photo, François Ebel, qui les dirigeait à l'époque, avait choisi une des photos de la série que je présentais, d'un garçon trans qui avait reçu une torsoplastie pour transformer sa poitrine en torse masculin. Et ses cicatrices étaient extrêmement visibles. Et j'avais peur, en montrant cette image, qui avait été choisie pour être accrochée en format gigantesque devant toutes les gares qui ponctuaient le parcours Paris-Arles, donc à Avignon, mais aussi à Marseille, à Lyon, à Paris, une image d'un corps trans torse nu. C'était l'année de la manif pour tous en 2012. Je me suis dit, cette photo va se faire vandaliser, puisque les affiches, par exemple, qui étaient favorables au mariage pour tous, étaient vandalisées, souillées, des insultes étaient écrites dessus, etc. Et en fait, il n'est arrivé strictement aucun incident à aucune des images qui étaient pourtant accrochées à hauteur de passants. Pour moi, c'est simplement parce que, et puis ça a été confirmé quand je posais la question aux gens, les corps trans étaient tellement invisibles et n'existaient tellement pas que personne n'a compris que c'était un garçon trans. Tout le monde s'est dit, tiens, quelqu'un avec des cicatrices au niveau des poumons. Donc ça pouvait être n'importe quoi, mais dans la tête, je pense, de l'extrême majorité des gens qui ont vu cette image, c'était tout sauf un corps trans. Aujourd'hui, on a plus de représentations, il y a des documentaires, il y a des films, il y a même des reportages à la télé. On commence à savoir que les corps trans existent et ce à quoi ils ressemblent. À l'époque, non. Et je pense que cette stratégie-là d'utiliser et de représenter des corps d'une manière familière pour le grand public ou pour les gens connaissant l'histoire de l'art était peut-être une façon plutôt douce de faire entrer nos corps. Je dirais qu'il y a deux registres d'images, donc dans le travail qui a été publié sous le nom de Le Hulu, il y a deux types d'images principaux qui fonctionnent vraiment en correspondance, qui sont les portraits et les paysages. Au moment où on a fait la maquette du livre, j'étais extrêmement obsédée par un ouvrage qui continue aujourd'hui encore à m'accompagner, qui sont Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Il y a un très 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 fort sentiment qui se dégage à la lecture de ce texte de coïncidence, de correspondance, de diffusion de son corps, de sa psyché dans les paysages qu'il traverse. Et ce sentiment-là, c'est quelque chose que je partage toujours quand je me promène seule, quand je découvre des nouveaux paysages. Souvent, donc ces photos, elles ont souvent été prises dans des pays d'ex-URSS, aussi en Finlande, aussi parfois en France, beaucoup à Berlin, qui sont les endroits où je passais le plus de temps à l'époque de ces images et qui les précédaient, donc dans les années 2000 jusqu'à 2010. Et c'est souvent à la faveur de voyages professionnels, de résidences, d'expositions, etc., que j'étais invitée à aller dans ces endroits et d'y faire des images. Et ce qui m'intéressait toujours, il y a aussi beaucoup de paysages qui ont été photographiés dans le nord de la France, tout autour de Dunkerque, qui est une ville où j'aime énormément faire des photos et tourner des films aussi. Il y a quelque chose... disons qu'il y a des éléments qu'on retrouve qui sont toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire un ciel assez bas,
une lumière toujours indirecte puisque médiatisée par les nuages, l'idée de couleurs très argentées et en même temps très étouffées. Donc c'est une qualité de lumière et de couleur qui est très 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 singulière. Et j'ai eu la chance de trouver la pellicule qui me permet de restituer cette sensation-là avec le plus de justesse. Donc j'ai acheté des stocks de cette pellicule que je conserve depuis, qui sont périmés depuis très longtemps et dont la péremption finalement accentue encore plus ce rendu-là, et qui donne l'impression finalement que toutes les couleurs et toutes les lumières sont assez confuses, se valent. On est dans une espèce de confusion qui peut avoir aussi avec une sorte de confusion mentale, mais qui me permet de restituer le sentiment de diffusion de notre esprit et notre corps dans quelque chose qui nous dépasse. Voilà, ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que l'immense majorité des paysages photographiés sont des paysages dont on comprend très vite qu'ils sont en jachère, qui sont eux-mêmes en mutation. On voit que ce sont des paysages qui ont été quelque chose à un moment, qui ont été utilisés pour quelque chose, des champs de bataille, des espaces souvent de commémoration de guerre aussi, notamment dans des pays comme l'Estonie ou la Bulgarie ou l'Ukraine. On trouve énormément encore de statues à l'effigie de soldats de guerre qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui et qui pourtant peuplent encore sous la forme de vestiges tous ces paysages-là. Et on voit qu'ils vont devenir quelque chose d'autre. Donc souvent c'est des bâtiments effondrés, souvent c'est, je sais pas, il y a un parc d'attractions abandonné, il y a des lieux comme ça qui font aussi partie d'une espèce de fascination qu'ont beaucoup de photographes de ma génération pour finalement tous les paysages post-guerre froide, on va dire, et dont on a beaucoup de vestiges. Et cet imaginaire-là peuple aussi des films comme les films de Tarkovsky, qui ont été importants pour moi. Je trouvais qu'il y avait une correspondance très très forte entre ces paysages en mutation, en transition, en transformation, et ces corps qui sont toujours à l'état d'imago, quoi. Ils sont toujours saisis au moment de la transformation. La manière de restituer cette impression-là, je l'ai trouvée en fait assez récemment, après avoir cherché pendant une dizaine d'années. J'ai trouvé il y a 5 ou 6 ans la manière la plus juste de traduire ça, et c'est en réalisant des impressions non plus sur du papier photographique, mais directement du métal, de l'aluminium. Et ces impressions-là me fascinent énormément, pour une raison principale, qui est que en fonction de l'endroit où est accrochée l'image et de la lumière qui va l'atteindre, l'image change complètement. C'est-à-dire, une personne qui aurait cette photo chez elle aurait l'impression, au fil de la journée, qu'elle a déjà changé 3 ou 4 fois. Elle a changé de couleur, elle a changé de densité, elle a changé de... Et en plus, comme ce sont des impressions qui sont assez fragiles, l'image peut effectivement s'altérer ou se dégrader. Chose que je vois absolument pas comme une perte, mais plutôt comme un gain, parce que l'image va jamais s'effacer, évidemment. Mais par contre, toutes les pigments qui sont déposés à la surface de l'aluminium vont peut-être se modifier un tout petit peu. Donc, exactement comme finalement les sels d'argent qu'on retrouve sur mes pellicules un petit peu périmées, eh ben on retrouve cette qualité métamorphique, quoi, au sein même de la matérialité du tirage. Alors, c'est pas très facile à restituer en livre. Pour l'instant, j'y suis pas parvenue tout à fait, mais je continue à y travailler, et ça me permet d'avoir une sorte de cohérence entre ces corps, ces paysages et les images mêmes qui servent à les raconter. Je pense que l'autre dimension visuelle que mes images gagnent avec cette technique-là d'impression, c'est que d'un seul coup, ça introduit une part de fantomatique. À de nombreux égards. La première, c'est que forcément, c'est une surface métallique, réfléchissante. La personne qui regarde l'image va toujours y apparaître d'une certaine manière, soit en faisant obstruction à la lumière et en enlevant une partie de sa luminosité à l'image, soit en apparaissant légèrement lui-même en tant que personne qui regarde l'image dans l'image. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que au moment de la prise de vue, j'essaye toujours d'être attentif à des choses qui vont me permettre de déposer un léger voile entre moi et le sujet. Ça peut être la réflexion de la lumière qui d'un seul coup va révéler, je sais pas, les poussières présentes, et donc donner une impression d'une sorte de présence, d'une sorte de fantôme entre mon appareil photo et la personne photographiée. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est toujours entre. Entre, ça veut pas forcément dire entre deux, ça peut être entre deux, entre trois, entre une infinité de possibles. Le trans, évidemment, pour ce qui traverse, le trans, ça désigne le passage, la traversée.
Et le spectre, comme quelque chose, spectre, ça vient de spekios, c'est-à-dire je regarde quelque chose qu'on voit mais qui n'est pas là, qui n'est objectivement pas là, mais qui se manifeste quand même sous la forme d'une présence. Je trouve que ce type de tirage-là actualise vraiment cette idée-là d'un transspectral, quelque part. Par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies dans mon travail, là encore, il s'agit pour moi de me défaire de ce qui est considéré comme un outil ou un matériau artistique traditionnel et des choses qui sont empruntées à d'autres mondes. Peut-être l'outil le plus parlant pour décrire cette démarche-là, c'est la caméra thermique, qui est un outil dont j'ai fait la rencontre il y a 10 ans. À l'époque, j'étais étudiant au Frénois, au Studio National des Arts Contemporains. On est là pour expérimenter, on est là pour innover, on est là pour essayer des choses et on est accompagné par une équipe vraiment formidable dans cette démarche-là. Et quand j'ai découvert cet outil, c'était sur un salon du bâtiment où j'étais allée voir en me disant que je trouverais peut-être justement des outils inhabituels avec lesquels je pourrais expérimenter des choses. Je suis allée jusqu'à la porte de je sais plus quoi pour assister à cette foire qui... Moi, je connaissais que Paris Photo comme foire, donc c'était assez différent. Parmi tous les stands où des super perceuses, des super ponceuses, des super défonceuses étaient présentées, il y avait des stands de caméras thermiques. Et donc j'ai essayé cette caméra et j'ai été vraiment, ça a été j'allais dire un coup de foudre, mais c'était beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu l'impression d'une prothèse qui me permettait d'avoir accès à une partie du visible, à une partie du réel. Je dis du visible parce que ce que voit la caméra thermique, c'est du visible. C'est juste que nos yeux sont beaucoup trop peu performants pour nous permettre d'y accéder. Mais les serpents, par exemple, y arrivent très bien. Et donc, ce domaine du visible qui est invisible pour nous, d'un seul coup, se révélait. Là, à la faveur, si j'ose dire, du Covid, on a vu cet instrument de plus en plus fréquemment utilisé, par exemple à l'entrée de certains bâtiments officiels, etc. Donc c'est devenu presque un outil de pouvoir. Donc utiliser cette caméra, forcément, c'est aussi, de manière sous-jacente, avoir tout ça en tête. Savoir que, comme tous les appareils photographiques d'ailleurs, c'est un appareil qui a été utilisé comme outil de pouvoir. Les appareils photographiques, avant de servir à faire de l'art, servaient à identifier, par exemple, les criminels, les fous, etc. La caméra thermique, c'est un petit peu la même chose. Et donc, quand j'ai découvert cet outil, pour moi, immédiatement, ça a fait un déclic par rapport à ce travail sur le fantôme, comme quelque chose qui est absent, mais qui, d'une certaine manière, se manifeste quand même. Et d'un coup, cette caméra me permettait de voir ça. Alors, j'ai engagé un projet immédiatement après, qui s'intitulait d'abord Cellulairement, puis Spectrographie, et qui se posait la question de savoir ce que ça signifiait d'être hanté, et de quoi on parlait lorsqu'on parlait du fantôme, du fantomatique. Est-ce que c'était forcément lié à la mort ? Est-ce que c'était simplement lié à l'absence ? Ou est-ce que c'était lié à une partie du réel qui nous est inaccessible ? Et la caméra thermique a été l'outil que j'ai utilisé pour sonder d'une certaine manière le présent invisible. Le projet que j'ai réalisé avec cet outil, en fait, m'a occupé toute une année et puis ensuite quelques années encore après pour réaliser un film qui portait le titre de Spectrographie, qui a été mon premier moyen-métrage et qui était une fiction. Et en me posant la question de savoir qu'est-ce que c'était qu'être hanté, j'ai essayé d'y répondre en organisant une hantise synthétique et en me faisant implanter une puce électronique sous la peau qui était elle-même reliée à une installation comprenant une caméra thermique qui captait le fantôme, donc l'empreinte thermique des visiteurs, et qui l'envoyait sous forme d'informations numériques dans ma puce. Et ma puce était connectée à un vêtement qui me permettait de ressentir la présence des fantômes, des visiteurs de l'exposition. Donc des gens qui étaient là et qui n'étaient pas là, que je ressentais avec moi, alors qu'ils pouvaient être à des milliers de kilomètres si j'étais à l'étranger, par exemple. Cette utilisation détournée d'un outil qui était un outil de pouvoir qui sert à ségréguer, à ostraciser, à distinguer. Vous avez de la fièvre, vous n'entrez pas dans cet endroit, ou même à tuer, parce que ça sert aussi à détecter des soldats en embuscade lors d'un combat armé, par exemple. D'un seul coup, cet outil devenait un outil presque amoureux, en tout cas un outil de chaleur, un outil de présence, et surtout, un outil qui demeurait photographique. C'est-à-dire que c'était
un de mes premiers projets qui n'était plus strictement photographique, puisqu'il était question d'une installation interactive, etc. Mais le support, ce sont quand même des images photographiques. Et Barthes, Guibert disent très bien que ce qui manque à la photographie, c'est le tact, c'est le toucher. Et là, d'un seul coup, en rétablissant de la chaleur, donc il y a à voir avec le tact, parce que la chaleur, on la ressent sur la peau, on a porté ça à l'image. Vous écoutez un podcast Capsule de Vision avec les filles de la photo. Rousseau dit qu'il essaye, en écrivant ses rêveries, d'écrire une météorologie de son âme, quelque part. Donc c'est souvent un temps qui, par son indétermination, on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se mettre à pleuvoir? Est-ce que le soleil va se lever? Est-ce que la nuit va tomber? C'est-à-dire qu'il est la plupart du temps impossible de définir l'heure et le temps atmosphérique qu'il fait dans ces images. Et ça correspond, je pense, très très bien à l'état des corps qui sont photographiés. Au début, les gens me demandaient systématiquement, mais c'est un garçon ou c'est une fille? Mais quel âge il a? Et un jour, quelqu'un m'a posé la question, quel âge a-t-il? Ou quel âge a-t-elle? Et depuis quand? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est saisi dans un temps qui, d'un seul coup, est comme inexistant, au sens où il devient une pure fiction et une pure interprétation. Et depuis un an ou deux, je me remets à travailler sur cette sensation qui m'avait habité pendant que j'étais en Finlande, de relations très 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 bizarres au temps, au sens cette fois-ci de la ligne temporelle, quoi. Puisqu'il faisait nuit tout le temps, je savais jamais quelle heure il était, donc je suis devenue complètement insomniaque et je savais véritablement pas, si je regardais pas à l'heure, j'avais aucune approximation de l'heure qui pouvait être. Il pouvait être midi, minuit, ça revenait à peu près au même. Et cette sensation-là, c'est quelque chose que je retrouve d'une certaine manière dans la pratique de la méditation et surtout de la transe, de l'hypnose, des états modifiés de conscience qui permettent de sentir vraiment physiquement à l'intérieur de nous, psychiquement, physiquement, que le temps est une construction, une fiction, une narration, exactement comme le genre. C'est vrai que ces images, à l'époque, ont souvent été lues comme étant très mélancoliques, et je ne renie pas du tout la mélancolie, c'est une émotion qui m'est familière et qui m'inspire, avec laquelle je travaille beaucoup, etc., mais qui trouve des origines et des formes et des moyens de se faire voir qui sont très 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 qui sont multiples. Concernant le genre, je pense que la mélancolie fait d'une certaine façon partie de l'expression du genre. Le genre, c'est une construction sociale qui a érigé deux possibilités, le masculin et le féminin, comme les possibilités principales, sinon uniques, jusqu'à en tout cas à une certaine époque. On doit se conformer à ces deux modèles-là, qui sont non seulement des fictions, mais qui sont en plus des prototypes, des figures que personne n'incarne jamais complètement. C'est-à-dire, c'est des extrêmes qui, si on essaye de s'y conformer, sauf peut-être pour quelques personnes, on échoue à tous les coups. Et quand on est une personne trans, quand on est une personne non-binaire, on échoue encore plus à cet exercice-là. Et cet échec permanent de se conformer à des normes quand on y est obligé, pour une raison ou pour une autre, génère forcément une forme de mélancolie. Je pense qu'à l'époque où j'ai fait ces images, et là encore, où le mot non-binaire, etc., n'existait pas, où les transitions de genre étaient beaucoup plus compliquées qu'elles le sont aujourd'hui, c'est-à-dire en termes administratifs, légal, médical, psychiatrique, c'était un enfer. Je dis pas que c'est 100 fois mieux aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un petit peu mieux. Je ressentais à titre personnel cette mélancolie-là. D'ailleurs, j'ai signé ce livre d'un nom qui n'était déjà plus le mien à l'époque où je l'ai signé ainsi, mais ça me semblait inimaginable de faire, de le signer du nom que j'utilise aujourd'hui, parce que comme j'avais déjà eu une certaine forme de visibilité, d'un seul coup, ça allait pas être compris, etc. Je pense que la mélancolie inhérente à ces images-là vient notamment de ce sentiment-là qui était le mien à l'époque, et aussi certainement d'une partie des gens que je photographiais. Mais plus tard, même très peu de temps plus tard, j'ai fait une autre série qui s'appelait Hear Us Marching Up Slowly, celle qui a été montrée à Arles et dont certaines images sont à la fin du livre, Loïli d'ailleurs. C'est le moment où je me suis dit que cette mélancolie, en fait, elle avait plus à voir avec un rêve, et avec une forme de
de révolution pacifique, silencieuse, discrète, sous-jacente. Et que donc, écoutez-nous approcher lentement, c'est comme ça qu'on pourrait traduire ce titre, disait ok, moi je suis pas capable d'imposer quoi que ce soit par la force, je suis pas un révolutionnaire, en tout cas dans les formes, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui suis assez, je suis assez timide, j'ai beaucoup de mal dans les groupes, dans les manifestations. Par contre, souvent je documente ces moments, j'aime bien être là. Finalement, la révolution à laquelle j'avais envie de contribuer, moi, ma façon d'y contribuer, c'était par ça. C'était par produire ces images-là d'un groupe qui n'existe pas encore, mais qui puissamment rêve et imagine à cet accès au visible, à cet accès à l'existence, à cet accès à la société. Et comme je crois très très fort au pouvoir de la pensée et de l'imagination, j'ai toujours su que ça finirait par arriver, et d'ailleurs ça arrive. En montrant ces corps-là qui, encore une fois, n'avaient pas d'existence sur le plan social, politique, etc. Donc c'était que des existences ponctuelles, marginales, non reconnues, non organisées, non nommées. Photographier ces corps-là, nos corps, les montrer dans des institutions, les défendre, les faire entrer aussi sur le marché de l'art. D'un seul coup, des gens veulent acheter une image qui représente ce corps peut-être encore inimaginable à l'époque. Forcément, c'est politique, puisque montrer des corps qui n'existent pas dans la cité, c'est politique par essence, par définition. Donc, je pense que tout ce travail, et puis qui m'occupe encore plus aujourd'hui avec des projets comme Décidération, essaye d'imaginer un autre monde possible à travers la fiction et l'imaginaire, mais dont j'espère un jour qu'il va rentrer dans les manières de penser exactement comme ça a été le cas pour le genre. Concernant le travail de commande, c'est un travail qui est important pour moi parce que, en tant qu'artiste, c'est pas toujours facile d'être payé. Les œuvres que je réalise depuis quelques années coûtent très très cher, et donc j'y investis à peu près tout ce que je gagne. Et ce sont pas forcément des œuvres qui sont faciles à distribuer sur le marché de l'art. Un travail comme Décidération, avec des films, des performances, des architectures qui sont assez massives, ne sont pas très faciles à acquérir pour des collectionneurs, et particulièrement dans les temps troublés que nous traversons. Donc il faut trouver d'autres manières de survivre et de travailler, et à ce titre, pour moi, la commande, c'est une partie assez importante des travaux annexes à la création directement artistique que je pratique. Pendant que j'étais à Arles, j'avais commencé à avoir quelques premières commandes, essentiellement des portraits ou des manifestations, que ce soit des manifestations extérieures, politiques, des marches, des choses comme ça, ou des manifestations artistiques, notamment liées au domaine de la mode, parce que j'ai photographié énormément de défilés, et particulièrement de backstage de défilés de mode. C'est un travail qui est assez particulier en ce qu'il me demande une pratique de la photographie qui est totalement différente de ce que je fais dans mon travail personnel. Dans mon travail personnel, les images, elles viennent quand j'en ai envie, avec la personne que j'ai envie de photographier, au moment où je veux la photographier, dans l'endroit où je veux la photographier. Pour une commande, quand on a 5 minutes, on est très chanceux, et il faut immédiatement, moi je vois souvent ça comme une chasse aux papillons un petit peu, où il y a des choses qui sont en train de se produire, des moments, des visages, et il faut très très vite réussir à les attraper. Moi je suis pas quelqu'un de très rapide, je suis quelqu'un qui aime bien prendre son temps, qui a besoin de vraiment observer les choses et observer les personnes que je vais photographier pour comprendre ce qui va fonctionner, ce que je vais pouvoir capter, mettre en avant, ce sur quoi je vais pouvoir me concentrer, un détail, et qui ait besoin de me sentir aussi assez bien dans l'espace dans lequel je me trouve. Et dans l'immense majorité des cas, c'est impossible lors d'une commande. Donc d'un seul coup, ça m'aide à rendre actives des zones généralement non utilisées de mon cerveau pour pouvoir réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et c'est pas un exercice, c'est énormément d'adrénaline et de stress à chaque fois, mais paradoxalement, c'est un exercice que j'aime beaucoup, parce qu'on a une obligation de résultat. La photo doit sortir dans 2 jours, il faut qu'elle soit bonne. Sur la question de savoir s'il y a une forme d'autocensure dans ce travail de commande, je pense que ça se situe, en ce qui me concerne, en amont. C'est déjà arrivé que je veuille pas photographier des personnes qu'on me demande de photographier, parce qu'une personne dont je méprise les idées, par exemple, ou avec qui je me sentirais pas à l'aise à cause de
je sais pas, de déclarations qu'il aurait faites ou à cause de son appartenance à des partis ou à des idées politiques qui sont complètement contraires aux miennes, sachant que moi, la photographie, je vois ça vraiment comme un langage, un mode de communication et quelque chose qui est plutôt dans la bienveillance. J'aurais pas envie ni de me casser la tête pour savoir comment rendre cette personne la plus odieuse possible à l'image, ni de me retrouver confrontée à quelqu'un qui reste quand même un humain, quoi. Là, je pense au visage de Lévinas, mais c'est ça, une fois qu'on se retrouve face au visage nu, même quand bien même c'est celui d'un ennemi, à titre personnel, je serais pas capable de tout faire pour rendre cette personne horrible. Donc, n'étant pas capable de ça, la censure vient peut-être simplement de ça, de dire non, cette personne, j'ai pas envie de la photographier, donc désolé, je vais pas accepter cette commande. Mais c'est quand même assez rare parce que les iconos avec lesquels je travaille, souvent ont la délicatesse de faire appel à moi pour des personnes avec lesquelles elles savent que le courant risque de bien passer. Et c'est arrivé assez fréquemment que je rencontre des personnalités à l'occasion d'une prise de vue et qu'un lien se fasse ensuite et donne naissance à des hypothétiques collaborations ou voire à des amitiés, quoi. Donc rien que pour ça, c'est un travail que j'aime beaucoup. Assez clairement, ce qui est à l'œuvre dans un projet comme Loïli, c'est de défaire les frontières qu'on pensait immuables entre les deux genres hégémoniques, le masculin et le féminin, et de voir qu'entre les deux, entre ce qu'on pensait être un mur, il existe tout un tas d'existences possibles. Cette porosité, finalement, des frontières, des soi-disant frontières entre masculin et féminin, mais aussi visible et invisible, nature et culture, portrait et paysage, ici-bas et au-delà, terre et cosmos, humain et animal, bref, j'en passe. Ce sont toujours des frontières qui sont situées historiquement. Elles ont une histoire, elles ont une origine, et des philosophes comme Michel Foucault ou Jacques Derrida, avec l'idée de déconstruction, nous ont fourni des outils et des méthodologies pour nous permettre de comprendre ce qui est à l'origine de ces frontières, évaluer leur bien-fondé et éventuellement les défaire. Donc ce travail-là de déconstruction et surtout de tentative de remettre en question les frontières entre toutes les choses que j'ai précédemment citées, c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre dans un projet comme Décidération, qui essaye de donner des outils, de donner des formes pour interroger le rapport qu'on a aujourd'hui au cosmos, que la plupart des gens considèrent comme quelque chose de lointain, qui nous concerne pas. Donc cette déconstruction des frontières, elle a commencé chez moi avec celle du genre, et maintenant elle se poursuit avec la frontière ultime qui est celle du supralunaire, quoi. La décidération, c'est avant tout une émotion qu'on a nommée ainsi avec mes camarades, parce que depuis quelques années, je réfléchis de plus en plus de manière collective, avec des gens qui de plus en plus viennent de mondes qui sont tout à fait différents du mien, en composant des groupes comme la Cellule Cosmiel, donc qui réunit aussi l'écrivain Lucien Raffmage, qui écrit de la science-fiction philosophique, entre Jean-Philippe Uzan, qui est cosmologiste, Nadège Piton, qui est performeuse, Akira Rabelais et Victoria Lucas, qui sont musiciens. On invite aussi souvent des philosophes à venir réfléchir avec nous. C'est en discutant ensemble qu'on a fait sortir ce mot de décidération. C'est un mot qui nous a précédés, mais qui n'a actuellement pas sa place dans le dictionnaire français, donc on s'est dit qu'on pouvait le réinvestir, même s'il est utilisé dans d'autres langages parfois pour désigner d'autres choses. Sidus, en latin, c'est l'astre, l'étoile, et dé, en français, c'est ce qui prive. Donc, désidérer, ça veut dire être privé des étoiles. Et dans le vocabulaire des marins, c'est le mot qu'ils utilisaient qui, lorsque la nuit était trop noire pour qu'ils puissent se repérer grâce à la position des étoiles, ils étaient désidérés, à la fois privés des étoiles et surtout ils souhaitaient qu'elles reviennent. Donc ils étaient en manque des étoiles, ils voulaient qu'elles soient là, donc le désir, c'est ça. C'est la conjonction du manque et du désir. Et on s'est aperçu que c'est exactement, très précisément, et là c'est pas une fiction, pour nous la décidération est vraiment réelle, que c'était peut-être l'état de nature de notre espèce, de l'espèce humaine, qui est une espèce qui a oublié son rapport aux étoiles, son rapport au cosmos et plus généralement son rapport au monde auquel elle appartient. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui construit des frontières partout, en permanence, entre soi et les autres, même à l'intérieur de l'humanité, entre les genres, les races, les classes, etc. Et aussi avec ce qui l'entoure,
l'humain et le non-humain, l'humain et le végétal, mais il y a toujours l'humain d'abord et puis tout ce qui vient après. Et ce qui vient après, lui est inférieur. Et donc il est en permanence dans une position de domination et de conquête face à tout ce qui n'est pas lui. Et il en va de même avec le cosmos. Et je pense que le rôle d'un artiste, particulièrement aujourd'hui, c'est de proposer d'autres mondes possibles. Donc d'utiliser son imagination, les images qu'il peut produire, que ce soit des images photographiques, mais aussi chorégraphiques, cinématographiques ou peu importe, produire des images qui présentent le monde dans lequel il ou elle aimerait vivre. Merci d'avoir écouté ce podcast Capsule de Vision en partenariat avec les filles de la photo et The Eyes. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide beaucoup. À bientôt.